Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par la Maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le Grand Bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 4e émission du Grand Bain de l'écho. Après une petite pause automnale, on a décidé de reprendre le chemin de l'école, comme les enfants. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Axel Penny, alors que je connais très bien parce qu'on a eu le plaisir de travailler ensemble il y a quelques années, et il vous racontera son parcours bien sûr, et puis son associé Vincent Jouty, qui sont venus alors nous conter un domaine d'activité qui peut paraître un petit peu complexe, délicat. C'est celui du financement, de l'assurance, du courtage. Mais vous allez voir qu'on va réussir à vous intéresser et à vous faire comprendre tous les mécanismes, parce qu'en définitive, c'est une histoire d'hommes et de femmes, bien sûr. Et parce que Axel, qui est jeune, très jeune, moi je l'ai connu, il avait une vingtaine d'années lorsqu'il est arrivé dans le cabinet d'avocats où je travaillais. Il a évolué très rapidement, très vite. Il a trouvé de bonnes personnes pour s'entourer. De très bonnes idées, il est allé chercher les clients, et puis aujourd'hui il a une activité qui est reconnue dans nos territoires de lacs et montagnes, mais bien au-delà aussi. Axel, bonsoir. Vincent, bonsoir. Très heureux de vous accueillir, très heureux de vous plonger dans le grand bain de la vie locale, parce que c'est notre credo ici sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac qui a fêté ses 3 ans. Pour mon émission, c'est 3 mois. C'est un petit peu plus court. J'espère qu'elle s'inscrira dans la durée. Je salue d'ailleurs mon prédécesseur Pierre-Luc Petit-Delclève qui animait précédemment Un jour un lac, un entrepreneur. Même principe, mais avec une personnalité différente et avec bien évidemment une façon d'organiser l'émission de manière un petit peu singulière. Je vais vous laisser la parole d'abord pour vous présenter, alors nous donner quelques indications sur vos origines. Axel, toi tu es un enfant de la Savoie, mais de la Grande Savoie, c'est-à-dire pas la Savoie administrative, la Savoie telle qu'on la connaît historiquement, c'est-à-dire la Haute-Savoie en l'occurrence. Ouais, j'essaye d'unifier les deux territoires. Oui, donc Axel Penny, j'ai 30 ans. Je suis né à Chambéry, j'ai grandi à Ville-la-Grande, donc proche frontière suisse, jusqu'à mes 12 ans, puis revenu à Chambéry. Et puis après, j'ai attaqué l'université Jacob Belcombette que tu as fréquenté, si je dis pas de bêtises également. Alors, moi j'étais à l'université Grenoble-Alpes. Le traître. J'étais grenoblois. Le traître, aller en Isère pour revenir ensuite conquérir la Savoie. Non, alors moi je suis resté fidèle. Et université Jacob Belcombette, licence de droit, ce qu'il y a de très classique. Un master, pareil, maîtrise en droit de l'entreprise. Et j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir partir en Angleterre, faire un double cursus avec l'université de Savoie et l'université de Leicester, ce qui m'a permis effectivement d'accélérer sur une certaine type de clientèle, ou en tout cas avoir un ADN un peu plus proche avec l'international, qui m'a toujours animé. Et donc voilà, après effectivement, j'ai repris le chemin des études pour aller à l'INSEC pour passer un cursus plus économique et approfondir en fiscalité, et j'ai rejoint les rangs du cabinet où nous nous sommes connus. Absolument. Et j'avais 23 ans quand j'ai fini tout ça, et en parallèle, on avait identifié déjà dans un premier temps un besoin de lien en fait entre les entrepreneurs du territoire, peu importe qu'ils soient chevronnés ou se lançant, pour obtenir les financements qui étaient nécessaires à accomplir leur projet. Et on se retrouvait dans des situations où on faisait des actes juridiques, des actes légaux, des prévisionnels de comptabilité, etc. Et on n'avait pas forcément le relais d'aller voir un interlocuteur bancaire dédié, bien connu, bien identifié. Et donc à cette époque-là, on a créé en fait une société de courtage qui s'appelle Penny & Rosset avec Mathieu Rosset, mon associé et cousin d'ailleurs que je salue, et dans le but de faire l'intermédiaire entre les établissements bancaires et ou financiers, parce qu'il n'y a pas non plus que les banques qui amènent du financement sur certains métiers, et le client final dans un but d'être facilitateur et puis aussi de laisser du temps au chef d'entreprise sur ses métiers, sur son métier premier, et le soulager un peu de la charge administrative d'une recherche de prêt.
Donc ça s'est fait de cette manière et ça s'est fait en parallèle de plusieurs années où je travaillais pour toi. Je crois que c'était de cette manière. Ouais, tout à fait. Jusqu'à arriver en septembre 2021 où on a décidé de prendre l'indépendance et de lancer le cabinet et de m'associer. C'est une belle transition avec Monsieur Vincent Jouty dans un but d'ouvrir encore plus l'offre qui était proposable aux clients, qui était basée sur le financement, qui ensuite a évolué sur le conseil et les placements et les investissements, mais aussi toute la partie assurantielle qui est extrêmement importante, que ce soit pour le particulier ou pour le professionnel, que Vincent gère de main de maître pour nous. D'accord. Vincent, on va venir dans un instant effectivement sur ta présentation. J'ai rien oublié de toutes ces séquences, bien évidemment. Souvenir impérissable. Moi, j'avais pas 23 ans lorsque tu es arrivé au cabinet. J'avais un petit peu d'antériorité, si j'ose dire. T'avais plus de sagesse. Peut-être, de maturité en tout cas et d'expérience, mais j'ai eu le plaisir de travailler avec toi. Et puis alors, j'ai le souvenir, et je pense que tu partages ce souvenir, d'avoir organisé avec un expert comptable, une intervenante en communication, un courtier en financement, un club qui s'appelait 1, 2, 3 Entreprenez, et qui proposait à un certain nombre d'interlocuteurs du monde de l'entreprise de venir écouter nos divagations juridico-comptables. Et je me souviens que tu étais un élève assez assidu de ce club, à la suite duquel, effectivement, parallèlement à ton emploi de fiscaliste, tu as créé cette société Peignier Rosset avec ton cousin, et que vous avez monté avec succès cette entreprise de courtage de prêts qui a grandi, qui est aujourd'hui pérennisée et qui a effectivement choisi de s'installer non seulement dans la durée, mais également de se diversifier, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier, et tu le sais même à ton jeune âge, et c'est ce qui nous permet de faire le lien avec Vincent, qui t'a rejoint, ou que tu as rejoint, ou vous êtes rejoints. Nous sommes rejoints. Respectivement pour compléter, si j'ose dire, le panel de tes activités. Vincent, quelques mots d'explication, et même un peu plus, sur ton parcours de vie, et puis ensuite sur ton parcours professionnel. Bonjour à tous. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ça me fait plaisir de mettre un visage sur cette personnalité. Merci Vincent. Un des grands maîtres d'enseignement de mon cher associé. Le plaisir est partagé. Moi, Vincent Jouty, 32 ans. Comme Axel, savoyard, mais moi de la vraie Savoie comme on l'entend aujourd'hui. Un parcours scolaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Une école d'ingénieur Polytech à Chambéry. Ensuite, j'ai dû m'expatrier un petit peu plus loin à Lyon pour une école de commerce en entrepreneuriat et finance. Et, au gré des stages, la vie parisienne m'ayant lassé, je suis revenu travailler dans des cabinets d'assurance familiaux en Savoie. Et les rencontres professionnelles, c'est en fait... c'est vrai qu'en 2020, ce qui est assez paradoxal avec Axel, c'est qu'on a des vies perso avec des activités et des centres d'intérêt très éloignés, mais que par contre sur tout ce qui est professionnel et rigueur, ouverture d'esprit, on va dire la fibre entrepreneuriale, on se retrouve. Vous rejoignez. Tout à fait, ce qui est vraiment très complémentaire, je trouve, sur nos visions du développement de notre cabinet. Voilà, donc moi j'ai rencontré Axel, il me semble que c'était en 2020, à une soirée d'entrepreneurs chambériens, où j'ai eu besoin de ses conseils et des conseils de son cousin en recherche de financement pour un investissement personnel. Et le courant étant bien passé, et les velléités étaient de créer un cercle vertueux entre jeunes savoyards pour avancer ensemble. Et a priori, au bout de 6 mois, quand on s'est rendu compte dans nos entreprises respectives qu'on passait plus de temps au téléphone à la journée pour essayer de trouver des solutions pour nos clients, on s'est dit 6 mois plus tard que finalement on allait tous les deux claquer la porte de nos employeurs et puis monter ce cabinet tous les deux. Exactement. Et c'était pour moi dans la continuité des offres qui étaient déjà proposées par le courtage.
tu l'as très justement souligné, mais le financement au début, c'était un seul tunnel de recettes, on va dire, c'était le financement des professionnels. D'accord. Et ça fonctionne encore et ça fonctionne très bien. Et en fait, quand nous on s'est lancé, on a attaqué en 2019 ou 2020. Je crois que ça doit être début 2019 et le temps de tout lancer, l'ORIAS, la CPR, toutes les réglementations qu'on peut avoir, on s'est vraiment mis à bosser, je pense, au milieu de 2019-2020. En fait, on avait un très bon pipe, comme on dit, de dossiers, commençait à faire vraiment du chiffre un peu sympa et on s'est pris le Covid. Alors le Covid, ça nous a pas tué parce qu'on est en destination touristique, mais on avait la mise en concurrence avec les PGE, en fait, tout simplement, où on avait un carton chiffre d'affaires qui tombait contre-garanti par BPI, et ça a permis de sauver énormément de monde, mais nous, ça nous a coupé un peu l'herbe sous le pied, et on s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Si on continue à faire que du pro, ça passera pas. Donc il faut premièrement, à 25 ans, se remettre en question, se réinventer et se dire, on peut faire quoi, on sait faire quoi, et où est-ce qu'on peut aller chercher un métier où on a de la valeur. Nous, on a un des seuls cabinets de courtier où on n'est pas payé par les banques. C'est-à-dire que nous, dès le début, on est parti du prisme que on devait pas avoir de rémunération de la part des établissements partenaires, sinon ça faussait un peu l'indépendance. Donc on est resté sur ce modèle-là, ce qui nous a permis aussi de survivre et surtout de vivre plus aisément la fin des modèles de certains confrères courtiers qui vivaient majoritairement sur les rétrocessions, comme on dit, des établissements partenaires. Donc, quand on s'est réinventé, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on savait faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mathieu avait fait beaucoup de banques privées, donc il avait l'habitude des financements dits patrimoniaux. Mathieu Rosset, ton cousin et associé, dont la société Penny Rosset. Exactement. Et lui, il avait fait une quinzaine d'années de banque privée dans des bons établissements, donc il avait l'ADN aussi de financer du patrimonial. Et on s'est mis sur un créneau qui est vraiment très particulier. C'était le financement de la clientèle internationale qui investissait, donc d'abord dans les Alpes. Donc on a commencé par faire des financements plutôt prime, comme on dit, sur des tickets un peu élevés, pour des achats d'appartements, de rénovation, de chalets, de masés, de tout ce qu'on peut imaginer, chalets d'alpage. Et cette clientèle, en fait, a été assez contente parce que les conditions d'emprunt bancaire en France sont certes difficiles à obtenir, et encore plus maintenant, mais elles sont sur des choses qu'on se rend pas forcément compte, extrêmement avantageuses. Elles sont sur des taux fixes. Et aujourd'hui, emprunter même aujourd'hui à 3% sur 20 ans taux fixe, un Anglais, un Néerlandais, c'est incroyable parce que eux, c'est des taux qui sont variables, qui sont capés sur 5 ans. Et là, on a par exemple l'histoire de Canadiens qui avaient emprunté à 1% dans les années 2019 et qui voient leur mensualité passer à plus de 7 ou 6 aujourd'hui. Donc, c'est juste pas possible. Bien sûr. Donc, il y a un cadre qui est vraiment protecteur et ça fait vraiment sens pour les non-résidents. Et ensuite, comme on y arrivait bien et que ces gens-là achetaient à des professions type promoteur ou marchand de biens qui avaient également un petit peu de mal à se faire financer, on s'est rajouté une troisième corde à notre arc. Après, on arrête. Enfin, en tout cas, on les stabilise. On consolide. Voilà. C'est le financement de la promotion et des marchands de biens et des bâtisseurs lotisseurs et des aménageurs, etc. qui ont besoin en fait de financement pour faire leur métier, rénover les lots, les mettre en revente, etc. Donc tous ces sujets-là ont fait qu'on avait de la clientèle ou en tout cas des demandes qui ressortaient sur des demandes financières, sur des demandes de financement, sur des demandes d'accompagnement patrimonial, sur des demandes d'accompagnement effectivement, en fait, on a vendu l'appartement, on a récupéré un pécule, qu'est-ce qu'on peut en faire, on sait pas trop. Donc là, c'était mon rôle plutôt personnel de dire, il y a un conseil patrimonial qui s'intègre et il y a un conseil à la fois patrimonial global, fiscal, financier, immobilier qu'on peut déployer en fonction, c'est ce que tu disais, des rencontres et de chaque personne. On n'a pas du tout la même approche en fonction des profils risques, en fonction de l'âge, en fonction des pensées des gens. Et à chaque fois, c'est ça qui est un peu motivant, c'est qu'on rencontre un petit peu des belles personnalités à travers ce métier. Et on a aussi tout le sujet du coup qui en découle, qui est assurantiel. Qui peut être de l'assurance professionnelle pour nos clients chefs d'entreprise, dans le cadre de leur activité ou de leur protection, ou des assurances plus personnelles sur des clients plutôt particuliers. Et c'est là qu'en fait ça faisait sens, c'est que c'était en fait offrir un rayon global d'intervention et de solutions pratiques, pas théoriques mais vraiment pratiques, avec l'intégralité des sujets qu'on pouvait traiter. Et l'intégration de Vincent sur ces sujets, elle a été parfaite parce qu'il les maîtrise très bien. Et en plus, ça nous permet, nous, d'avoir des dossiers plus complets et d'avoir une offre de solutions qui est également plus complète pour nos clients, quoi.
Donc l'objectif, en définitive, en rappelant quand même que tu t'es lancé dans le monde de l'entrepreneuriat à moins de 25 ans. Ah oui, de toute façon, j'avais rien à perdre. C'est ça. Instruit d'une expérience en Grande-Bretagne, dont j'imagine qu'elle a été quand même essentielle dans ta réflexion. D'abord, elle t'a permis, je pense, de parfaire la maîtrise de la langue anglaise. Tu as compris que c'était un atout indispensable, je dirais même simplement le seul moyen de pouvoir entrer en relation commerciale avec non seulement des Anglais, mais de manière générale tout le monde. Absolument. C'est ça. Ouais. Tous les investisseurs, promoteurs qui ont le loisir quand même de venir dans nos régions qui sont extrêmement attractives, qui sont attractives pour des raisons touristiques, d'affaires, mais bien évidemment aussi pour des conditions de financement qui sont assez préférentielles. Et non seulement tu es instruit de la langue, du contact avec, j'allais dire, des pays, en tout cas des interlocuteurs qui partagent pas nécessairement nos habitudes, mais de surcroît, en travaillant dans un cabinet d'avocats, je pense que tu es en lien avec une clientèle qui va te permettre de finalement te lancer sans avoir peur, parce que je crois que ce qui te caractérise, et depuis que je te connais, c'est un de tes éléments forts dans ton ADN, c'est d'aller toujours de l'avant, et bien évidemment de ne pas craindre de prendre des risques. C'est essentiel. Après, moi, j'ai toujours dit, on n'avait rien à perdre à le tenter. Maintenant que la société commence à avoir un certain volume, qu'on a des clients, etc., si on a à perdre, donc on les mesure. Et puis, je suis pas vieux, j'ai 30 ans, mais on n'est pas pareil qu'à 24 ans quand on se lance, où on veut vraiment tout faire, tout partout. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même processisé les sociétés pour que voilà ça soit nickel. Mais oui, de toute façon, je pense que il était nécessaire d'aller sur cette voie-là. La maîtrise de l'anglais, c'est une chose, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'était que c'était pas un Erasmus. C'est-à-dire que fallait vraiment payer le diplôme. Donc je remercie des entrepreneurs locaux comme Monsieur Pariot qui ont les McDo et Monsieur Mora qui ont les Sports 2000 qui m'ont permis en fait de travailler tous les étés pour payer les frais de scolarité du LLM. On va d'autant plus les saluer que ce sont effectivement deux intervenants de la vie. Alors, passé pour Gilles Pariot qui a cédé les établissements McDonald's et restaurants dont il disposait à Aix-les-Bains, Chambéry, à Bassin, absolument. Et tu as travaillé dans le cadre de petits boulots, ou même un petit peu plus importants, et ça t'a permis d'appréhender le monde de l'entreprise. Ouais. Et puis Yannick Mora, c'est EcoSport et c'est Sport 2000. C'est Sport 2000. De manière préalable, et je crois que tu as eu affaire effectivement à deux entrepreneurs locaux de la plus grande importance et puis surtout de la plus grande fiabilité, et c'est encore j'allais dire des éléments facilitateurs dans ton intégration et dans ta volonté, tes velléités d'entreprendre. Ouais, bien sûr, et puis ça a permis de financer le LLM, et du coup c'est vrai que quand on parle à un client ou à un prospect étranger non résident, le fait de dire LLM, ça parle tout de suite. Le fait de dire Master 2, c'est quoi? Oui, mais je suis parti 6 mois à Zagreb, je parle bien anglais, c'est pas la même chose. Là, ça mettait vraiment un peu le saut sur le fait qu'on était diplômé anglais, et du coup, ça nous a permis de rentrer en contact avec ces gens-là. Et puis après, la légitimité, c'est des petits milieux, c'est des écosystèmes qui, même s'ils sont éloignés de chez nous, ils investissent un peu tous au même endroit. Nous, on dit qu'il y a le syndrome du postcode, c'est-à-dire qu'ils veulent tous avoir leur chalet ou leur appartement dans un certain code postal, et chaque année, ils changent. Et puis après, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, entre guillemets, en investissement côté Alpes, c'est rare qu'ils s'arrêtent là. Donc, comme ils étaient contents, ils nous sollicitaient aussi dans le sud. Donc, ça fait 1 an maintenant qu'on a quelqu'un à Nice en mandataire qui travaille un petit peu pour nous et qui nous accompagne sur toute la côte, on va dire, entre Menton et Saint-Tropez, sur certaines destinations comme Cannes, comme Nice, comme Port-Grimaud, où on a pu être amené à continuer le financement pour nos clients. Et du coup, ça étend un peu l'offre. Donc aujourd'hui, ça grandit un petit peu les effectifs de la société, ça grandit un petit peu la volumétrie, puis ça grandit les responsabilités qu'on a vis-à-vis de ces gens-là qui nous ont fait confiance quand on n'était pas grand-chose. Parce qu'il faut dire ce qui est, au début, la société, nous, on a commencé avec 1 000 € de capital. Une fois qu'on avait payé les frais de greffe et d'immatriculation, je crois qu'on était déjà découvert. Donc on a tout de suite dû attaquer assez fortement. Mais comme quoi c'est possible, et je pense qu'on a un territoire aussi qui est assez fantastique là-dessus. Absolument. C'est qu'il y a un certain dynamisme,
et on s'en rend pas bien compte. Je pense que moi j'ai toujours dit qu'on était un petit peu des enfants pourris gâtés du business, parce que si tu travailles bien, si t'es rigoureux, si en plus t'es un peu sympa et que tu tiens tes délais, je pense pas qu'il y ait de difficultés. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, peu importe le métier dans lequel on veut évoluer. Merci de le rappeler, Axel. Je pense que c'est une très très bonne transition pour ensuite entendre Vincent et la valeur ajoutée qu'il a pu apporter à ses premières aventures entrepreneuriales. Mais le message que tu fais passer au-delà du domaine qui est peut-être un petit peu abscon pour un certain nombre d'interlocuteurs, mais que tu es en train de vulgariser sans connotation péjorative, c'est-à-dire que nos auditeurs et auditrices sont en train de comprendre que finalement c'est pas un machin comme disait le général de Gaulle, mais c'est quelque chose d'absolument concret qui intéresse tous les acheteurs. Alors bien sûr, ta clientèle est composée d'un certain nombre d'intervenants internationaux et bien évidemment qui ne sont pas étrangers à la beauté de nos lacs, et montagnes. Mais la phrase conclusive que je retiens de ton dernier propos, c'est finalement, quel que soit le domaine d'activité, vous voulez monter une entreprise de plomberie, vous voulez intervenir dans une entreprise de service, créer, consolider, développer, pérenniser, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec un certain nombre d'appuis, d'aides. Je pense que on peut aussi rappeler que l'État français, les collectivités locales sont quand même relativement facilitatrices en la matière. Toi, tu en as pas forcément bénéficié, mais c'est le cas pour d'autres. Et tu as eu le mérite de partir d'un emploi salarié qui aurait pu t'assurer une carrière relativement tranquille. Mais je pense que toi, tu as eu l'ambition de dépasser tout ça. C'est peut-être hautain ou médisant, mais c'était un peu le syndrome j'appelais ça le syndrome du cadre. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu ma fille, je suis revenu de congé paternité, je me suis dit, en fait, c'est soit on la tente maintenant, à 30 ans, à 30 ans, à 27 ans, soit on la tente maintenant, on a un peu le réseau qui va, on a déjà développé quelque chose, et dans le pire des cas, ça fonctionne pas, et on retrouvera un emploi salarié, il n'y a pas de raison. Mais si je le fais pas maintenant, la vie de famille va se mettre en place avec la routine qu'on peut connaître, etc. Et j'avais peut-être faussement, mais l'idée de me dire, mais en fait, si on le fait pas maintenant, il y a un risque de se réveiller à 35 ou 40 ans dans à peu près la même situation d'immobilisme, à se dire, mais si j'avais essayé, en fait. Et je me disais, il vaut mieux que je me dise, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Et il n'y a pas de honte, tout entrepreneur a des échecs, croyez-moi. Aujourd'hui, absolument, on fait le portrait un petit peu sympa, mais il y a quelques nuits blanches. C'est pas que un long fleuve tranquille. Il y a quelques gestions de trésor, il y a quelques gestions de projet, il y a le gros dossier, et puis finalement, il va pas au bout. Et puis du coup, voilà. Donc c'est loin d'être tranquille. Il faut pas idéaliser, je pense, le métier d'entrepreneur. Moi, j'interviens à l'INSEC, je leur dis toujours, attention les jeunes entrepreneurs, oui, très bien, mais comment, pourquoi, à quel sens? Et est-ce que vous êtes prêt à mal dormir de temps en temps? Parce que quand on a des responsabilités comme ça, on fait un peu la crêpe des fois. Mais voilà, c'était de me dire, si je le fais maintenant, au moins, on verra ce que ça donne. Et donc, on l'a fait maintenant. Et de ce que ça donne, c'est que ça marche plutôt bien. On touche du bois. On a encore 32 ans hors réforme à tenir. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Résilience et persévérance, de maîtres mots effectivement à retenir. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis après je laisserai la parole à Vincent pour qu'il nous conte la valeur ajoutée qu'il a apportée et puis sa propre restitution de son démarrage dans la vie de l'entreprise. Cette émission vous est présentée par la maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le grand bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Et on est de retour sur le grand bain de l'écho, dans le grand bain du lac, Radio Grand Lac 92.1. Axel, on t'a entendu parler? Beaucoup? Oui, beaucoup. On va donner la parole à Vincent qui va nous donner quelques mots d'explication sur son implication et puis sur cette rencontre qui vous a permis de compléter l'offre en rappelant que lorsqu'on travaille avec des investisseurs, des promoteurs, surtout de culture anglo-saxonne, je crois que ce qu'ils attendent, c'est une offre full service. Oui, carrément. Et c'est un peu ce qui a drivé, je pense, mon ADN, si on peut dire ça, d'entrepreneur, c'est que
la clientèle non résidente est principalement britannique. Elle est habituée à avoir du conseil, elle est habituée à être entourée, mais elle est habituée à ce que ça réponde vite, bien, précis et de manière complète. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment dans la façon dans laquelle on travaille. Je vais pas dire qu'on sait pas dire non, mais quasiment quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des lettres de mission qui sont extrêmement complètes pour faire du conseil, mais également faire beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas du tout liées à ça. Et quand quelqu'un vous appelle et dit j'ai besoin pour la construction de ma propriété d'une assurance construction, si on sait pas ce que c'est, on tape sur Google, on trouve, et c'est comme ça en fait aussi qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de rendre, pour garder cette clientèle et la garder captive, il fallait être en mesure de répondre sur le plus large spectre possible des demandes, mais des demandes qui faisaient sens. C'est-à-dire, on fait pas du paysagisme, c'est pas notre ADN. J'imagine. Par contre, tout le cœur de métier, finance, assurance, conseil, placement, investissement, fiscalité, etc. Ça, il fallait qu'on puisse le maîtriser d'une manière ou d'une autre, de A à Z, pour que s'ils veulent prendre de A à E, ils puissent, mais s'ils veulent prendre de A à Z, ils puissent aussi. D'accord. Et c'est là que l'intégration de Vincent, elle a été névralgique, parce qu'elle nous a permis de dérouler l'offre sur toutes les assurances, et on a des clients qui ont fait des investissements pas forcément patrimoniaux, parce qu'il y a les investissements patrimoniaux, mais il y a également les investissements, on va dire, d'entreprise. Il y a des gens qui créent, même non résidents, des entreprises hôtelières, des entreprises liées au tourisme, et qui finissent par avoir des salariés côté français. Donc tu connais toutes les arcanes pour les embauches, etc. Mais Bien surtout sûr. la possibilité d'avoir tous les contrats nécessaires, mutuels, prévoyance, garantie capital, garantie décès. Des choses que moi, personnellement, je connais de nom, mais je ne maîtrise pas, et dont l'affiliation des nouveaux salariés qui arrivent sur le territoire français était pas évidente. Et c'est grâce à Vincent qu'aujourd'hui, on peut résoudre ces problèmes et dire au client, ne t'en fais pas, si tu montes ton activité, on pourra te trouver même le terrain. Si on a un promoteur qu'en vend, on pourra t'aider à trouver le financement pour construire ton hôtel ou en racheter un. Et après, une fois que ce sera installé, on pourra effectivement, bien entendu, assurer les murs, l'exploitation, on pourra assurer tes salariés, on pourra t'assurer toi également. Et ça, c'est hyper appréciable, que ce soit de toute façon pour un non-résident, ou même en fait pour des chefs d'entreprise français purs et durs qui n'ont pas forcément le temps de se pencher sur tous ces sujets, et qui sont dans la tranche où on n'a pas forcément encore de DRH, de DAF, et où on fait quand même beaucoup de choses soi-même, tout en ayant la machine à faire tourner, quoi. Donc c'est vraiment une externalisation de cette direction administrative, assurantielle et financière qu'on propose, pour que on puisse soulager aussi du temps, et qu'on puisse se recentrer en tant que chef d'entreprise Bien sûr. sur sa mission principale, qui est quand même de faire son métier à la base, quoi. Tout à fait. Ce qui permet donc de faire la transition avec le rôle de Vincent et la valeur ajoutée qu'il a apportée à des activités qui étaient déjà bien assises et qui ont pu être développées afin de fournir un service complet à votre clientèle et aux territoires sur lesquels on reviendra tout à l'heure pour que les gens se rendent bien compte, que nos auditeurs se rendent bien compte effectivement de l'éclectisme territorial sur lequel tu interviens, vous intervenez désormais. Vincent. Je voulais rebondir sur un aspect de notre territoire qu'Axel a commencé à développer, mais que je voulais un petit peu approfondir. On est vraiment gâté d'être savoyard et de pouvoir exercer notre métier sur ce territoire, parce que comme il l'a dit, c'est un territoire privilégié pour les affaires. J'irais même un peu plus loin, c'est un territoire privilégié pour l'immobilier. On a tendance à dire que heureusement qu'on s'est rencontrés, qu'on est né savoyard, qu'on s'est rencontrés, que nos activités s'expatrient dans les Alpes, par la suite un peu plus loin, mais ont un cœur d'activité dans les Alpes, parce que si on était dans des territoires un peu plus ruraux ou un peu plus éloignés, ce serait certainement beaucoup plus compliqué. Mais quoi de mieux que quand Axel fait le financement d'un étranger pour acheter un appartement ou un chalet dans un programme de station qui par la suite permet au promoteur de sortir son projet potentiellement financé par Peigny Rosset, d'être à la genèse, on va dire, du bilan de promotion, et d'avoir ces lignes assurantielles dans le bilan qui sont, pour pas rentrer trop dans les détails, mais les assurances dommages ouvrages, GFA, TRC et autres, que de ne pas apporter sa pierre à l'édifice en le faisant, que ce soit sur des promoteurs
locaux, des promoteurs nationaux qui exercent sur notre terrain, ou tout simplement une clientèle étrangère qui décide de construire son propre chalet. Et donc là, on entre véritablement dans le bâtiment à proprement parler, hein, et dans toutes les problématiques évidemment qui découlent de la construction, de la rénovation des bâtiments, problématiques assurantielles que je connais un petit peu, pratique pas véritablement dans mon métier d'avocat, mais qui est la spécialité d'un certain nombre de mes confrères dans le cadre d'un contentieux qui est très dense et qui mobilise effectivement ce qu'on appelle les garanties de parfait achèvement, c'est-à-dire tout ce qui doit être réparé dans l'année suivant la réception à la charge de l'entrepreneur, ce qui représente parfois des sommes importantes parce que le montant du marché n'est pas réévalué au regard des diligences complémentaires que l'entrepreneur doit accomplir pendant un an. Et puis ensuite, cet entrepreneur et puis tous les sous-traitants avec lesquels il travaille, qu'il a mobilisés sur le chantier, sont tenus par des garanties légales, en particulier ce qu'on appelle la fameuse garantie décennale, qui garantit les maîtres d'ouvrage, donc les propriétaires des habitations, contre des désordres qui engagent la solidité de ces ouvrages. Donc c'est dans ces domaine, c'est pour, j'allais dire, amener tes constructeurs, tes promoteurs à s'assurer dans les meilleures conditions que tu interviens. Exactement, on est sur un territoire, alors je vais notamment parler pour les stations où les techniques de construction sont plus rigoureuses qu'on pourrait le voir en plaine. Voilà, le montage des dossiers doit être d'autant plus rigoureux que on n'a pas forcément les mêmes sols ou les mêmes avoisinants ou les mêmes voisins tout simplement en Tarentaise qu'on peut l'avoir ne serait-ce que dans les villes comme Chambéry ou Aix-les-Bains. Et c'est aussi cette connaissance parfaite des stations des Alpes qui nous permet de construire des offres sur mesure pour nos clients pour essayer justement d'être le plus réactif possible. Et surtout de pas surgarantir ou sous-garantir des contrats d'assurance qui n'auraient aucun sens sur ces stations. D'accord. Oui, on va peut-être rappeler qu'il est effectivement plus difficile de faire intervenir du gros matériel et des grues, par exemple, dans les stations de sport d'hiver, avec des emprises qui sont beaucoup moins importantes qu'en plaine ou en vallée. Et c'est vrai qu'il faut avoir quand même une bonne connaissance de nos sites montagneux et des difficultés qu'elles posent en termes d'accessibilité, d'autorisation administrative. Et je comprends que ça nécessite une expertise et une bonne connaissance qui font que vous devenez incontournable, non seulement sur ce domaine assurantiel, mais aussi parce que vous offrez à la faveur de vos activités maintenant un petit peu pléthoriques, même si elles sont pas, j'allais dire, dispersées de manière désorganisée. Ce que vous avez monté aujourd'hui, et je le qualifiais tout à l'heure de full service, c'est quand même quelque chose qui entre dans un cadre très précis et qui permet au client qui vient vous voir, la plupart du temps international, pour des affaires moyennes et puis des affaires parfois extrêmement importantes, de plusieurs millions d'euros. Hein. Oui, ça arrive. C'est vrai que c'est assez... le sujet qui était intéressant, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait bien bossé, c'est qu'on a eu une promotion où on a fait l'assurance, on a fait le financement, on a financé les gens qui achetaient dedans, on a géré patrimonialement les gens qui ont acheté dedans, et ensuite on a assuré, on a financé les gens qui achetaient dedans, on les a structurés patrimonialement, et on a assuré une bonne partie d'entre eux en assurance du lot. Et en fait, en gros, il manquait plus que les mutuelles du promoteur chez nous pour se dire, le mec il nous appelle, ils ont un interlocuteur et derrière on dispatche et il y a un confort qui est assez incroyable. Et là je me suis dit c'est super. Mais oui, c'est vrai que c'est assez éclectique parce que dans la même année, en financement, on a les plus bas financements qui devaient être pour des marchands de biens qui faisaient de la rénovation devaient être à 70 000 euros de financement. Donc à notre échelle des petits dossiers. Mais on est monté jusqu'à plus de 10 millions d'euros de financement sur des refinancements de foncières, sur des financements de promotion. D'accord. Et avec des mises en concurrence avec des établissements courtiers, en tout cas en assurance,
où on pensait pas qu'on aurait même notre carte à jouer face à des géants du secteur qui sont implantés depuis des dizaines, voire vingtaine d'années dans le métier. Et pour autant, l'expertise de Vincent fait qu'on était mieux placé en prix et qu'on était à garantie équivalente, et parce que c'est des dossiers techniques, et expliquer des descentes de charges, expliquer le sol, expliquer ces choses-là, ça rassure les compagnies. Bien sûr. Et puis surtout, ça donne une image d'intermédiaire sérieux, et c'est ce qu'on s'est perdu à faire, c'est d'avoir une image d'intermédiaire sérieux, puisque quand les partenaires derrière reçoivent les dossiers, quand ils voient notre logo, généralement, ils se disent c'est pas juste le mec qui pose tous les papiers et qui nous dit vous regardez et puis vous me faites un retour. On prémâche vraiment le travail, on fait vraiment un gros travail d'analyse pour que ça soit le plus fluide et que surtout les intérêts des clients soient le mieux défendus. Donc non, on a vraiment de tout. Sur la promotion, c'est des tickets de financement qui sont forcément importants, puisque ça amène des enjeux qui sont de la construction, soit de collectifs, soit de maisons, soit d'habitations, soit d'immeubles, qui sont forcément avec des coûts importants. Mais on arrive aujourd'hui à travailler à 8-15% d'apport, et en plus on arrive des fois à faire financer cet apport par une autre dette. Donc on arrive vraiment à trouver des solutions sur les métiers des marchands et des promoteurs qui sont assez pertinentes. Sur les financements professionnels, c'est la vie économique de notre bassin, c'est le rachat des murs parce que la société a grossi, c'est trop petit, il faut déménager. C'est le rachat du fonds de commerce, c'est le rachat des parts sociales, c'est toutes ces choses-là. Parfois les deux, les murs plus les fonds. Et puis sur le financement des non-résidents, alors c'est un financement qui est très particulier. Il n'y a pas beaucoup de courtiers qui le font, pour être très honnête. Je crois pas, pour être transparent, qu'on ait d'autres courtiers qui interviennent sur ce secteur-là particulier dans les Deux-Savoie. Après, si je me trompe, pas de problème, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et oui, c'est des tickets qui sont assez importants, parce que c'est souvent des biens qui sont prime, donc on est largement au-dessus du million d'euros de financement par ticket unitaire. Je pense qu'on est plutôt sur une médiane aux alentours de 2. Pour acheter des appartements, et mon chalet, j'en parle pas, c'est encore au-dessus. Bien sûr, oui, on va rappeler quand même qu'on parle de localisation, de localités qui sont situées en Haute-Tarentaise, en particulier. C'est les très belles stations de la Haute-Savoie, où on peut avoir des prix au mètre carré qui sont... Des fois, on lit les compromis. Je vais pas vous mentir, des fois, on lit les compromis, on voit le prix, on voit les mètres carrés, on se demande si... Chamonix, Val d'Isère, Val Thorens, Courchevel, entre autres. Mais des destinations, mais qui peuvent faire rêver un petit peu comme ça. Et à part se flatter l'ego, honnêtement, ça fait pas grand-chose, et c'est pas le style de la maison. Mais c'est plutôt que ça nous rappelle que on a un territoire qui est plutôt refuge, et plutôt très bien préservé, économiquement, parce que il y a une vraie crise de l'IMO, il y a une vraie crise pas des valeurs de vente, mais des nombres de ventes immobilières qui s'étalent depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Moi, je suis peut-être, comme on disait, enfant pourri gâté, mais on la vit cette baisse, mais on la vit pas de manière dangereuse. On vit cette baisse en se disant, on fera moins de volume, on fera peut-être moins de développement, on fera peut-être moins d'investissement sur les prochaines années, mais en aucun cas on est mis en danger. Et ça, c'est la force du territoire, c'est que ça coûte tellement cher là-haut que le moins de dossiers qu'on récupère, que ce soit en assurance, que ce soit en financement, que ce soit en conseil, que ce soit en placement, en investissement, c'est des gros dossiers, donc tout de suite des gros enjeux, des grosses responsabilités, mais également une rémunération qui permet de se dire même si ça passe sec, ça passera quand même et on n'est pas mis en danger. Et ça, on dit Radio Grand Lac, mais ils ont raison, c'est hyper important de rappeler que le territoire qu'on a, il nous donne beaucoup. Et il faut aussi savoir rendre. Et on a des démarches, en tout cas nous, dans le milieu du ski, en tant que membre d'association, on a une association qui s'appelle Ski l'Avenir, qui permet en fait d'aider les jeunes issus de milieux défavorisés d'aller au ski, et pour ceux qui vraiment ont le bon niveau, d'avoir tout l'encadrement nécessaire pour potentiellement devenir professionnels et continuer à faire briller les territoires, parce que c'est peut-être par là qu'on va avoir le futur grand champion qui brillera au JO en 2030 dans les Alpes, quoi.
Donc faut pas l'oublier, c'est un territoire qui donne beaucoup, donc il faut aussi savoir lui rendre de n'importe quelle manière, mais nous c'est comme ça qu'on l'a trouvé, et de se dire qu'on a de la chance d'être dans ce territoire et d'exercer notre métier dans des conditions d'être assez serein en fait dans cette intervention. Ouais, c'est une évocation assez intéressante que tu viens de faire, parce que on n'oublie pas que depuis quelques semaines on a eu la certitude, la confirmation que les Alpes françaises accueilleront les Jeux Olympiques de 2030, mais en tant que Savoyard, on peut avoir quand même je crois que les sites sont déjà à peu la près fierté, définis, c'est ça, la fierté de rappeler que le saut à ski se déroulera à Courchevel, que la luge et le bobsleigh, ça sera à La Plagne, que Val d'Isère accueillera le ski. Alors je sais pas si je crois que c'est alors je suis pas la descente sur la face de Bellevarde, je sais plus. Méribel accueille également absolument. Le ski. Et après il y a quand même des destinations, et je crois que le patinage par exemple sera à Nice. C'est ça, tout à fait. C'est assez transverse, mais c'est un bel événement. Ça offre des perspectives bien évidemment, parce que on parlait d'une clientèle étrangère assez abondante depuis de très nombreuses années, une clientèle britannique bien évidemment. D'ailleurs, la clientèle britannique continue, j'imagine, d'être une clientèle extrêmement présente, prégnante. Dans quelle mesure, parce que ça commence à faire quelque temps que nos amis britanniques ont quitté l'Union européenne. C'est toujours transitoire. Hein. Ouais, absolument. C'est vrai qu'on est toujours dans une période transitoire. C'est comme les prélèvements sociaux, c'est temporaire, mais on ne sait pas combien de temps. Dans quelle mesure, malgré tout, c'est un élément de frein ou de modification des habitudes, et étant précisé que ils n'appartiennent plus au marché commun, mais que ça n'empêche pas les transactions commerciales. Bien évidemment, et ça n'empêche surtout pas les Britanniques de continuer d'apprécier énormément nos territoires. Bien sûr, et au-delà de ça, je pense que ce qui s'est passé, alors moi j'étais plus jeune, hein, c'était en 2016, j'étais à la fac en Angleterre, c'est qu'il y a eu une dévaluation de la livre, donc c'est vrai que le pouvoir d'achat des Anglais à ce moment-là, il s'est diminué par rapport à l'euro, mais ça s'est quand même bien absorbé depuis le temps. Les Anglais, il y a quand même quelques banques qui ont des restrictions au financement par rapport à la clientèle britannique, parce que régime toujours transitoire du Brexit. Mais il faut pas oublier que l'Angleterre avait pas mal d'opt-out par rapport à l'Union européenne. Ils avaient leur propre monnaie, ils avaient certaines clauses qui n'appliquaient pas. C'est vrai. Ils ont gardé leur monnaie, ils ont gardé leur pouvoir d'achat. Alors il a baissé par rapport à l'euro, par rapport à la devise. Mais il est toujours, depuis maintenant le Brexit, installé à un niveau qui est assez stable. Et puis de toute façon, il y a toujours cette envie de venir au ski, de venir à la montagne. Bien sûr. Et puis il y a cette dimension investissement patrimonial. Il ne faut pas oublier qu'un investissement, alors nous on parle beaucoup de la montagne parce que c'est ce qu'on connaît, mais même si on achète très cher, c'est des croissances qui sont assez soutenues sur la valorisation du bien. On parle de croissance à 2 chiffres sur les 4 dernières années, par exemple à Méribel. Donc c'est important. Sur les flux de loyer, c'est une rentabilité qui est plutôt correcte, mais qui va pas non plus être... on peut faire beaucoup mieux, mais voilà, en tout cas, si on intègre la valorisation du stock, comme on dit, c'est-à-dire de l'actif, c'est des valorisations qui sont très bonnes. Et puis, de toute façon, eux, c'est d'abord le plaisir de venir à la neige et d'être titulaire de quelque chose. Et puis, il y a aussi la diversification, comme on en parlait, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir en tant que Britannique, un actif dans une destination à valeur refuge dans laquelle les droits à construire sont de moins en moins importants, et la demande pour venir sera toujours soutenue, puisque il y aura un effet de rehaussement du plancher pluie-neige et donc de l'enneigement. Tout à fait. Tout ce qui est au-dessus de 1008 aujourd'hui a véritablement explosé dans les dernières années. Ouais. Et donc toutes les destinations, que ce soit l'Espace Killy, les Trois-Vallées, qu'on connaît particulièrement bien, ont pris des valorisations qui étaient extrêmement importantes, et donc c'est un bon investissement. C'était et c'est toujours un bon investissement. C'est un investissement dans une devise qui est différente de la sienne, donc ça permet aussi de diversifier. Et puis nous on est financier, donc on met pas trop d'émotion dans les fichiers Excel, donc c'est un peu. Mais il faut pas oublier qu'à la base c'est quelque chose pour venir en famille, de voir la neige tomber par sa fenêtre devant la cheminée à Noël, et d'en profiter avec ses enfants, ses petits enfants, d'aller ensuite faire quelques pistes de luge, de ski, boire un chocolat chaud, enfin toute la beauté qu'on peut voir des Alpes quand on est nous-mêmes au ski, et des fois on a peut-être tendance un peu à oublier qu'on a cet accès assez incroyable. On est à 1 heure de Courchevel. Absolument. C'est juste extraordinaire. On oublie parfois la chance qu'on a. On oublie la chance de se dire que on peut. Moi, je me souviendrai toujours, j'avais fait signer un contrat à Champagny.
Donc j'étais monté le matin, Champagny ou Pralou, enfin un des deux, c'était magnifique, j'avais fait signer le contrat et à 12h30 j'étais à la plage à Aix-les-Bains, le restaurant, pour voir un autre client avec Vincent et je me suis dit mais c'est quand même extraordinaire. Ouais. En l'espace de 3 heures, t'es passé de Chambéry à le parc national de la Vanoise qui est absolument magnifique et 2 heures après t'étais au bord d'un lac qui est le plus grand lac naturel de France. On l'oublie. Il faut rappeler un petit peu aussi que notre territoire, il est concentré, enfin, il concentre sur un espace très petit des multitudes de paysages et on comprend du coup pourquoi les gens viennent investir, qu'ils soient anglais, qu'ils soient français, qu'ils soient néerlandais. Moi, j'ai vécu à Leicester. Je peux vous dire que le train entre Leicester et Londres, il fait 1h30. C'est pas le même paysage. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas la même chose du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, on parlait des ressortissants britanniques. Faut rappeler que si l'immobilier en France est une valeur refuge, c'est parce que l'immobilier en Grande-Bretagne coûte une fortune. L'immobilier coûte cher en Grande-Bretagne, mais c'est aussi qu'il y a c'est un système de lease. On n'est pas propriétaire du terrain. Ouais. Ce qui est quand même... Pour un Français, c'est gênant, mais oui. Pour les Anglais, ils l'ont sur 99 ans. C'est une habitude. C'est une habitude. Ouais, tout à fait. Donc ça dépend, mais c'est vrai que de se dire d'un Anglais, ils se disent, c'est à moi, je pourrais vraiment le donner à mes enfants, à mes petits enfants. Ouais. Ils pourront s'en servir toute leur vie et le terrain qui est assis dessous leur appartient aussi. Plus rajouter à ça des conditions de financement où les taux ont toujours été structurellement un peu moins élevés, des durées de maturité à 20 ans fixes. Oui, alors on leur dit toujours, ça va être long, ça va être pénible, vous allez nous détester parce qu'on va vous demander 10 fois les mêmes papiers, parce que ça va prendre 4 mois, mais une fois que ce sera mis en place, vous nous rappellerez en disant que vous êtes désolé, que vous nous bénissez, parce que pour les 20 prochaines années, si les taux ils remontent, en fait votre prêt c'est une arme anti-inflation, puisque votre mensualité elle restera la même de manière constante. Là où si vous deviez louer, ça augmenterait les locations avec l'inflation tous les ans par rapport à ce que vous voulez. Donc, de manière générale, si ils reviennent ou recommandent des connaissances pour venir vous voir, je crois c'est que ça se passe bien. Je crois qu'il y a une raison. C'est qu'on est pénible, mais in fine, c'est qu'on doit quand même avoir une valeur ajoutée qui est assez certaine. Ouais. Pour terminer cette émission, parce que le temps passe très très vite, il est déjà 19h14, je voudrais simplement qu'on fasse une petite projection, alors pas nécessairement circonscrite à la question du financement, du conseil en assurance, du courtage. L'actualité est brûlante, a été bien évidemment très... concentré sur les élections américaines qui viennent de se produire. Alors, on fait pas de politique sur cette radio. On n'est pas électeur américain. Ils ont choisi un nouveau président de la République, un comeback qualifié d'historique par Premier ministre israélien. Effectivement, c'est pas courant après une césure de 4 ans de revenir à la présidence. On sait globalement que l'arrivée de Donald Trump à la présidence va se traduire quand même par une politique commerciale qui va être plus rude, qui va se traduire par un protectionnisme et des droits de douane qui risquent d'être majorés de manière importante, notamment vis-à-vis des Chinois, parce que je crois que l'enjeu aussi de cette élection, c'est une guerre commerciale qui risque de s'ouvrir entre la Chine et les États-Unis, qui sont aujourd'hui les deux grandes puissances économiques, probablement aussi les deux grandes puissances militaires. Alors d'abord, comment est-ce que vous vivez cet environnement économique international dans votre domaine d'activité et de quelle manière cela peut-il impacter, je dirais en termes de confiance, votre clientèle? Moi, je vais parler de plutôt la clientèle internationale qu'on a. C'est plutôt un accélérateur de diversification. C'est-à-dire que comme je pense qu'ils savent pas trop où ils vont être a posteriori, d'avoir un environnement européen qui est un peu plus éclaté que les États fédérés avec une seule devise, la même banque, etc. Ça les motive plus de venir investir chez nous, d'avoir une diversification de leur patrimoine. Maintenant, je pense qu'il est trop tôt pour voir ce qu'il y aura. Pour tirer des conclusions, bien sûr. Je pense que nous, sur nos sujets, les enjeux, c'est plutôt on en est où des inflations, on en est où des chiffres PMI, et on en est où des chiffres de la Fed et des chiffres de la BCE, Absolument. etc.
les grands indicateurs économiques. Sachant qu'on n'a pas du tout la même économie entre l'Europe et les États-Unis. Bien sûr. Et eux, ils sont confrontés au fait que l'inflation est encore élevée, mais qu'ils ont une économie qui est très très bonne, qui produit et qui grossit. Donc, est-ce qu'on baisse les taux et on fait surchauffer la machine de la production pour baisser un peu l'inflation? Parce qu'il y a un vrai sujet inflationniste aux États-Unis pour que les gens en fait vivent tout simplement. Quelle est la préoccupation principale? Exactement. Que nous, on n'a pas en Europe, ou en tout cas qu'on n'a pas en France. En France, si vous prenez les chiffres inflation, ils sont redevenus normaux et donc la BCE a largement commencé à baisser ses taux. On attend même une deuxième, je pense, certaine baisse de taux de 0,25 en décembre. Ce qui fait que nous, on va réenclencher la machine pour redynamiser la production. Et donc, c'est ce que je disais, il y a eu, avec l'inflation, avec toutes ces choses-là, on a monté les taux. J'ai pas l'impression que les prix aient baissé. Si vous voulez acheter de l'immobilier, alors chez nous c'est particulier, c'est très cher, mais vous voulez acheter de l'immobilier, j'ai pas l'impression qu'ils aient baissé particulièrement. C'est plus le nombre de ventes sur ces valeurs qui a baissé. Nous aujourd'hui, on l'aborde un peu de prise de recul et de hauteur, mais je pense qu'effectivement, ça peut être un atout de dire que si les gens sont plus alignés là-bas, il reste aussi aujourd'hui ici une possibilité d'investir dans une autre devise, dans un autre continent, dans un autre écosystème, et donc de diversifier ses risques. On avait beaucoup de personnes qui, à l'époque, Argentine du pays de l'Argentine avaient acheté en France par rapport au fait qu'ils anticipaient une dévaluation assez forte de leur monnaie, qui a été le cas. Et du coup, pour préserver les actifs, c'est vrai qu'il y a certaines destinations qui achètent des pierres de la valeur refuge dans des destinations où on sait que de toute façon, ça ne baissera pas. Vous pouvez acheter très cher à Miribel, vous revendrez à minima très cher. Peut-être plus que très cher, mais vous revendrez très cher. Et donc, nous, sur les clientèles internationales, ça concerne les États-Unis, mais un peu le monde entier. On considère toujours qu'il y aura des grands endroits où ce seront des valeurs refuges et les gens continueront à investir et à diversifier leur patrimoine en allant sur ces destinations. D'accord. Vincent, un éclairage sur l'aspect assurantiel qui relève davantage de ton activité au regard du contexte international. Je ne sais pas si tu travailles avec des grands comptes assurantiels internationaux. J'imagine que oui, puisque le monde de l'assurance est un domaine extrêmement concurrentiel avec des opérateurs internationaux, puisqu'on est dans un monde d'extrême concentration, si j'ose dire, des opérateurs. Est-ce que tu peux nous faire part de ton sentiment et de tes prévisions, ou en tout cas sinon de tes attentes? Alors avec beaucoup d'humilité, j'ai pas la prétention de savoir vraiment comment la macroéconomie va impacter notre business plus que ce qu'Axel vient de décrire. En termes d'assurance pure, ce qu'on pourrait appeler dommage, la géopolitique n'impacte pas les tarifs ou le montage pur des dossiers. Par contre, c'est vrai que on a une catégorie de notre activité qui pourrait s'apparenter à le juste milieu entre l'assurance dommage et un monde bancaire qui est les garanties financières d'achèvement, où là par contre on a affaire effectivement à des organismes de caution continentaux voire mondiaux. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la provenance des capitaux ou du moins des acheteurs est de plus en plus regardée. Voilà, sans citer de provenance particulière, on s'est rendu compte ces 2 dernières années qu'on avait énormément de demandes pour des assurances de construction de chalets d'une certaine nationalité d'Europe de l'Est. C'est vrai qu'on beaucoup moins exposé qu'Axel sur les sujets assurantiels, mais c'est vrai que moi je le vis plus, je le subis plus. Alors pas du tout du côté péjoratif, mais je vois un petit peu les mouvances de nationalités qui sont plus actives à certaines périodes et qui le sont moins pendant d'autres périodes, mais oui, on va pas se cacher que le conflit, la guerre russo-ukrainienne a des conséquences en termes de fréquentation, bien évidemment, de nos contrées, et que il faut s'adapter naturellement à cet environnement socio-économique et rester humble, bien sûr, parce que on parle d'économie. Simplement rappeler que pour un certain nombre de personnes et de pauvres gens, il s'agit simplement d'une question de survie ou consistant à manger tous les jours. Le temps passe très vite, il passe trop vite sur Radio Grand Lac.
à tel point que on va devoir se quitter. Avant de nous quitter, je vais vous demander de non pas vous présenter parce que ça a été largement fait, mais parce que comme vous êtes à l'honneur, un certain nombre de nos auditeurs souhaiteront peut-être savoir où vous trouvez, où vous retrouvez. Alors donnez-nous un petit peu les coordonnées auxquelles on peut vous contacter, parce que c'est aussi ça, Radio Grand Lac, c'est de mettre en contact nos invités avec les auditeurs. Ouais, je vais faire un petit récap. C'est vrai que là, vous avez pu entendre Axel Penny et moi-même Vincent Jouty, donc avec les différentes entreprises. La première entreprise de financement qui s'appelait Penny et Rosset, que vous retrouverez aisément en la tapant soit sur les réseaux sociaux, soit sur LinkedIn, soit sur Internet. Tout à fait. Et on a une entreprise de gestion de patrimoine et d'assurance qui s'appelle Alpex, qu'on a décliné en 2 marques pour plus de lisibilité récemment. Donc vous trouverez Alpex Gestion Privée et Alpex Assurance sur les différents canaux professionnels à votre disposition. Voilà, 2 entités, Penny et Rosset, Alpex, pour un service global rendu aux clients. Merci Axel, merci Vincent de nous avoir accompagnés. Merci à toute l'équipe de Radio Grand Lac. Ouais, merci à toute l'équipe. Ouais. Merci JP pour ta compagnie toujours aussi agréable, Jean-Pierre Germain, notre rédac chef. Merci à Sandra que j'embrasse, notre présidente. Merci à Laurine, notre responsable administrative, notre informaticienne, et merci bien évidemment à tous ceux qui nous permettent d'émettre et puis de poursuivre nos activités, nos chroniques, nos émissions. Je pense bien évidemment à nos partenaires publics, la mairie, la commune d'Aix-les-Bains, son maire Renaud Beretti, toute son équipe, la communauté d'agglomération du Grand Lac et l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Ils sont nombreux et ils ont été rejoints dernièrement, ils me pardonneront de ne pas les citer tous, mais un partenariat très récent vient d'être régularisé avec le groupe Épicure, pour lequel j'ai une affection toute particulière. Le groupe Épicure, c'est notamment l'exploitant du Golden Tulip et de la Rotonde et de toute une série d'établissements bien connus sur Aix-les-Bains. On est très heureux, bien sûr, de retrouver parmi nous et parmi ses partenaires de référence Épicure, mais plus généralement, je salue l'ensemble de ceux qui nous permettent, et je le répète encore une fois, parce que c'est extrêmement important de vivre. Nous sommes une radio associative et nous avons besoin toujours et encore d'aide pour continuer de vous servir, de vous intéresser. Et puis, à très vite sur Radio Grand Lac. Pour nous, ça sera le 21 novembre, je crois, Jean-Pierre, le 21 novembre, avec un nouvel invité pour le Grand Bain de l'Écho. Je vous souhaite une très belle fin de semaine sur Radio Grand Lac et à très vite. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.